Salut et bienvenue dans le podcast Du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà un petit. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Floriane et on va essayer de répondre à la question: comment concilier l'envie d'assumer des responsabilités sur plusieurs fronts et le défi de se faire respecter malgré une grosse poitrine? Je tiens d'abord à préciser que je n'assume pas totalement cette question, mais il s'agissait ici de parler de responsabilités associatives que tu endosses actuellement et que j'ai endossé par le passé, et donc il y a un sujet sérieux, et en même temps de rire, parce que c'est quand même... ce qui définit aussi une amitié, c'est de s'esclaffer à gorge déployée et de parler de quelque chose qui nous lie également, outre ce sujet sérieux, c'est-à-dire qu'il y a du monde au balcon. Je connais Floriane depuis un peu plus de 10 ans. On s'est rencontrés au lycée. Floriane est une grande femme, blonde aux cheveux longs, les yeux bleus, le nez droit, une attitude franche et un regard posé sur les gens et les choses. Elle a la capacité autant d'avoir un franc-parler qui décoifferait un chauve que de rester impassible lorsque je fais une blague que je suis la seule à trouver hilarante. Souvent affable, quelquefois bourrue, toujours généreuse en tant qu'hôte, mais plus généralement en tant qu'amie, amatrice d'armes médiévales, pratiquante du lever de coude à haut niveau, Floriane surprend autant pour sa capacité à connaître par cœur toutes les foutues chansons des années 2000 que pour ses connaissances et ses compétences d'oratrice lorsqu'il s'agit de faire visiter une église perdue dans la campagne bretonne. Je trouve que Floriane a un aura, une autorité naturelle qui va bien avec tout ce qu'elle fait dans la vie, parce que Floriane est prof. Et je ris dans ma tête dès que je l'imagine parler à ses élèves et se présenter en disant « Hello, my name is Floriane », avec le flegme qui la caractérise et la sympathie qui respire, malgré tout, dans son attitude. On a pris une habitude bête et drôle pour se saluer de temps en temps, en faisant ce qu'on appelle une boubise. Parce qu'entre autres choses, on rigole de nos grosses poitrines respectives. Après tout, nous sommes dans un podcast qui s'appelle Du monde au balcon. Alors, entre discussions sérieuses et petites références légères sur ces attributs qui font partie de nous, parlons ensemble de la conciliation entre nos engagements associatifs et notre physique généreux. Floriane, je vais te lancer avec une première question. Qu'est-ce que tu poursuis dans le fait d'avoir un engagement associatif ? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, un besoin de se sentir utile, un besoin de t'occuper pleinement ? Raconte-nous. Alors déjà, par rapport à l'introduction, je suis ravie parce que je t'avais dit de pas trop me saucer dans l'intro pour pas que ce soit gênant. Et en effet, j'ai pas été trop saucée, mais un petit peu quand même, donc merci. Quand même, oui. Si, je suis saucée. Déjà, pour mon engagement associatif, j'avais commencé un petit peu par hasard. En fait, on a tous besoin de travailler à un moment donné. Et en première année de licence, j'ai entendu parler d'une association qui permettait de faire des visites guidées, comme tu disais. Et je me suis dit, pourquoi pas, je veux être prof. Ça va me faire parler un petit peu devant un public, parce que j'étais vraiment pas douée pour ça. Et donc, je me suis dit que c'était un bon moyen de travailler un petit peu et en même temps développer mes compétences à l'oral, quoi. Et au final, j'ai rencontré des gens très sympathiques et puis j'y suis toujours dans cette association-là. Je fais plus de visites guidées parce que maintenant j'ai un métier que j'aime beaucoup. Mais en fait, plus j'avançais dans les années à être dans cette association-là, et plus je me disais que j'avais envie de faire d'autres choses. Tu sais, quand tu te lances un petit peu dans une association, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que tu passes du temps avec les gens de cette association-là,
en fait, t'as envie de faire de plus en plus de choses aussi. Je sais pas si ça t'a fait ça à toi aussi. C'est-à-dire que de faire de plus en plus de choses au sein de cette association, ou le fait d'avoir une activité dans une association te donne envie globalement d'être proactive en général dans ta vie? Ah, j'avais pas pensé. Peut-être la deuxième aussi. Peut-être la deuxième. Mais c'était surtout la première à laquelle je pensais. Parce que, je sais pas, quand tu évolues un petit peu dans l'asso, je trouve que tu vois aussi différentes missions à chaque fois. Tu découvres de nouvelles choses qu'il y a à faire. Et je trouve que c'est hyper stimulant aussi de pas faire toujours la même chose. Donc moi, par exemple, j'ai commencé en faisant des visites guidées. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres aspects à l'association qui étaient hyper intéressants, d'autres rôles, voilà. Notamment, on a le stage de formation qui est tous les ans, donc moi en tant que prof, devenir formatrice au sein de cette association-là, c'est un super entraînement aussi. Et je trouve ça hyper gratifiant en fait, de faire des choses pour une association, parce que c'est un moyen de faire des choses qui sont pas uniquement pour toi, mais qui sont aussi pour les autres. Ouais, donc ça comble aussi un besoin de te sentir utile, globalement. Ouais, alors et Non, mais c'est pas utile dans le sens où tu te sentais pas utile sans être dans une association, mais c'est que... Merci Chloé, je suis utile, ok. Mais oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais en fait, c'est... Enfin, tu sais que tu donnes ton temps et ton énergie, certes gratuitement, parce que c'est aussi le concept d'être dans une association, c'est que le bénévolat, t'es pas payé pour ça. Ah, on adore le bénévolat. Ah ouais, faut pas compter les heures. Hein. Ah, mais en gros, tu sais que tu sers quelque chose, quelqu'un, enfin ça te remplit en quelque sorte, tu vois, en tant qu'humain, de savoir que tu fais des choses. Et d'ailleurs, ce côté sans argent, enfin sans être payé, ça donne un aspect un peu désintéressé, mais pour autant on apprend énormément de choses dans une association, parce que du coup moi mon histoire d'association, avec l'association dans laquelle j'ai été, parce que j'en parle au passé, mais c'était un peu comme toi, c'est-à-dire que moi j'ai découvert cet asso pendant mes études, au niveau du master par contre, et en fait pareil, ça fitait très bien avec mes études, c'était dans la droite lignée de mes aspirations. Et moi, j'avais envie d'être sur un autre terrain. C'est-à-dire, j'aime bien... Je trouve que dans ton existence, elle est complète quand t'as plusieurs piliers différents. Tu vois, le pilier... j'appelle ça des planètes. C'est un peu ta galaxie. Donc, t'as ta planète amie, ta planète travail, ta planète passion. Enfin, t'as plein de planètes qui constituent ta galaxie. Waouh, tu me fais voyager. Oui, je sais. C'est un peu une image que je trouve jolie. Voilà, je voulais mettre un peu de poésie parce que c'est bien beau de parler de grosse poitrine, mais il faut quand même aussi mettre un peu de poésie dans nos vies. Pardon, j'ai plus l'habitude que tu parles de choses beaufs que de poésie. Hein. Je suis une personne complète. Tu me surprends. Tu devrais le savoir. Tu me surprends chaque jour. Et donc, pour finir sur mes galaxies, la planète associative, c'était aussi pouvoir évoluer dans un autre monde et continuer d'apprendre sur toi et sur les autres. Enfin, moi, je sais que j'ai développé énormément de compétences, et comme toi, j'ai commencé d'abord dans un premier rôle où je faisais la com. Très mauvaise idée de me prendre, parce que au niveau de créer des visuels, c'était une catastrophe. J'ai un peu appris, mais j'étais pas si bonne dans ce rôle-là. Et puis après, en fait, au bout d'un an, on m'a proposé la présidence, aussi parce que souvent dans les associations, ça se bouscule pas trop au portillon pour être président, donc c'est des élections, mais bon, il y a souvent qu'un seul candidat. Et en fait, j'ai eu envie de dire oui, parce que j'ai eu envie de prendre des responsabilités et d'avoir à charge autant des projets que des gens, même si c'est du management qui est pas non plus... à l'échelle comme à l'échelle d'une entreprise, mais moi j'ai adoré ça, gérer un planning, gérer un budget, gérer des gens, à une toute petite échelle certes, mais ça t'apprend énormément de choses, et je pense que cette vie associative m'a peut-être bien plus appris que plein d'autres jobs que j'ai pu faire, quoi. Pour revenir justement sur le fait de gérer des gens, je trouve que ça apprend non seulement à gérer une équipe ou bien plusieurs équipes, donc plutôt un côté professionnel, mais aussi je trouve que c'est humainement très intéressant de se mettre à la place des autres aussi, de savoir, par exemple, si tu donnes une mission à quelqu'un pour l'asso, et que la personne, en fait, elle te répond pas. T'as déjà vu ça, je suis sûre. Oui. Tu sais, t'envoies un mail, puis tu renvoies un autre mail, et puis après t'appelles, et ça répond pas, et puis une semaine après, t'as toujours rien. Et je trouve que c'est intéressant de savoir aussi réagir. Et moi, ça m'a beaucoup servi après pour mon métier, parce que j'ai pas arrêté de me poser la question, en fait, pourquoi est-ce que la personne me répond pas ?
Ça se trouve, elle a des soucis perso, ça se trouve, ça se trouve, je suis chiante, juste, ça se trouve, elle a pas envie de bosser avec moi, je sais pas. Et je trouve que ça permet de se remettre beaucoup en question et de gagner en empathie aussi. Ouais, et puis d'apprendre à rebondir, tu vois, parce que c'est le concept de l'engagement associatif, c'est-à-dire que les gens peuvent très bien ne pas le faire et ça n'a pas de retombée. Et des fois, il y a des abandons de poste et tu dois jongler avec ça, donc des fois faire un travail de dernière minute. Puis il y a aussi souvent ça, enfin je pense que tu es peut-être d'accord avec moi aussi, souvent dans une association, il y a peut-être énormément de bénévoles, mais il y en a 3-4 qui portent l'asso à bout de bras et qui font tout le taf. Et en fait, il y a toujours des petits pigeons là. Oh, tu fais si bien le pigeon. Ah, mais oui, hein. Demande aux gens de mon asso, en effet, je fais très bien le pigeon. Hein. Donc à prendre dans tous les sens. Non, mais ce truc de moi j'ai déjà fait le job de plusieurs personnes. Et pareil, c'est vrai que cette histoire d'empathie fait que tu peux peut-être être agacé sur le moment d'une absence de réponse ou de quelqu'un qui a pas si bien fait le travail ou qui a dit qu'il allait faire tout ça et qu'en fait fait très peu. Mais au final, il y a un peu ce côté valorisant de se dire je m'en fous, en fait j'ai réussi à faire le job de 4 personnes ou alors j'ai réussi à le faire ou enfin je trouve que on est un peu dans la démerde quand même dans ce rôle associatif et ça a un côté très galvanisant, je trouve, de t'accomplir dans une tâche, d'avoir réussi à faire quelque chose. Et après, c'est encore plus galvanisant quand on réussit ensemble et qu'il y a un vrai travail de groupe, il y a une vraie dynamique d'équipe. Moi, j'étais présidente pendant 2 ans de cette association. Et la deuxième année, ça roulait encore plus parce que j'ai pris toute l'expérience de la première année et j'ai su m'entourer davantage, m'appuyer sur plus de gens. Et, Tu devais comprendre aussi quelles étaient les forces et les faiblesses des autres. Et donc, tu répartis le travail comme ça aussi. Exactement. Et d'ailleurs, quelles étaient mes forces et mes faiblesses à moi aussi, parce que dans tu cette n'as association... pas de faiblesse, Chloé. Oh, j'en ai tant. Non. Dans cette association, il y avait une dimension... par exemple, sur le terrain, moi, il y avait pas mal de trucs sur le terrain qui m'intéressaient pas et que j'avais pas forcément envie de faire et où j'étais pas très bonne. Mais moi, je préférais faire tout ce qui était gestion en amont, je sais pas, contact... avec des interlocuteurs d'autres associations, etc. Et c'est ce que je préférais faire. Et du coup, j'étais épaulée par des gens qui étaient bien meilleurs que moi sur le terrain ou sur la préparation de ce qu'on allait faire sur le terrain, de nos actions, etc. Et c'est ça aussi, je trouve qu'on parlait de management, j'en ai encore jamais fait dans ma vie professionnelle à proprement parler. Pour autant, j'en ai fait dans ma vie associative et... j'ai énormément appris à savoir comment répartir les tâches selon les qualités et les défauts des gens avec qui tu travailles, selon tes qualités et tes défauts, parce que tu as totalement raison et je rebondis là-dessus, sur à quel point l'expérience associative te permet de te remettre en question assez régulièrement. Est-ce que j'ai bien fait la chose ? Est-ce que je me suis adressée correctement à cette personne ? Est-ce que j'ai eu assez de pédagogie, assez de diplomatie ? Et... Parce qu'en fait, c'est du contact 100% avec les gens, mais encore une fois, avec des gens qui sont là volontairement. Donc, t'es pas censé les faire chier, par exemple, ou t'es pas censé imposer quelque chose de manière tyrannique. Enfin, il faut savoir jongler entre... il faut qu'on fasse les choses pour lesquelles on s'est engagé, et pour autant, c'est ta volonté. Donc, il faut aussi gérer avec la volonté et le temps et l'énergie que les autres gens veulent mettre. Ouais, je pense que c'est bien que tu le précises, parce que j'avais vraiment l'impression, plus on parlait, genre management, gestion d'équipe et tout, j'avais l'impression d'être une... putain de petite patronne. Mais ça y est, on a viré de droite. Qu'est-ce qu'elle nous a fait ? Non, mais entendons-nous, il faut quand même avoir des qualités propres à quelqu'un... Enfin, il faut être un peu commandeuse. T'es un peu commandeuse dans ta nature. Non. Non, pas du tout. Non. Tais-toi. Mais il faut avoir envie aussi de... D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut accepter, je trouve, quand tu gères un peu des gens ou des projets, c'est que des fois, tu vas décider quelque chose et tout le monde va pas forcément être d'accord, mais il faut bien prendre une décision. Et souvent, quand t'es présidente d'asso, c'est peut-être toi qui vas prendre la décision à la fin, tu vois. Il y a un moment où il faut avancer quand même. C'est ça. Après, je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde au moins se sente écouté, même si au final, t'es pas d'accord. C'est comme quand t'as une conversation, en fait, comme on a maintenant. Par exemple, si on n'était pas d'accord à un moment, je pense qu'on s'en battrait les couilles. C'est juste que... faut qu'on s'entende aussi l'une l'autre. Mais je pense que c'est pareil dans le milieu associatif. C'est ok quand il y a des décisions qui sont prises avec lesquelles on n'est pas d'accord, à partir du moment où les gens en face, ils nous ont montré qu'ils ont écouté et qu'ils ont suivi un petit peu ce qu'on disait,
Mais c'est difficile, quoi, de trouver cet équilibre-là. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Et il y a quand même un truc de... Ouais, des fois, il faut accepter que tu vas pas être 100% aimé pour un truc que t'as fait ou que t'as dit. Je trouve que c'est un peu ça aussi, des fois, quand t'as une responsabilité et que tu dois trancher, tu peux être vite jugé comme bah, c'est elle qui a décidé. Enfin, tu vois, il y a un peu... Ouais. Non ? Non, mais c'est ton côté fasciste qui parle, là. Oui, peut-être. Il y a un peu ça au fond de moi, c'est vrai. On m'appelait Margaret Thatcheuse. Margaret Thatcheuse. C'est faux. Vraiment... mais je suis trop jalouse, moi aussi, je veux qu'on m'appelle comme ça. Non, il y a une personne qui m'a dit ça. Et en vrai, j'ai trop aimé. C'est trop drôle. Incroyable. Meilleur surnom. J'avais un deuxième surnom, pareil, une seule autre personne, 2 personnes différentes, mais qui m'avait trouvé ce surnom, c'était Stalinette en stiletto. Oh, je suis jalouse. Incroyable. Incroyable. Donc un tyran. Moi, les gens, ils me donnent pas de surnom, en fait. Ils t'en donnent dans ton dos, à mon avis. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, les gens me donnent pas de surnom parce que je pense qu'ils ont peur aussi de ma réaction. Mais je vois ce que tu veux dire, du coup. Intéressant. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je te parlais du truc tyran. Inspirer la peur, régner par la peur, c'est exactement ce que tu fais en fait. C'est ce que tu es en train de m'expliquer. J'ai une petite anecdote, on sort un peu du cadre associatif, mais ça m'est arrivé cette semaine en classe. Je suis prof principale en seconde et mes élèves, je leur dis bon, vendredi on fait un contrôle et tout, vous révisez 3 points de grammaire, ces 3-là. Jeudi on corrige des exercices et puis je regarde dans leur cahier et je fais mais... pourquoi vous avez rien d'écrit sur tel point de grammaire que vous devez réviser pour demain ? Ils me font, bah on l'a pas fait ensemble. Et j'étais là, mais attendez, je vous donne un contrôle sur 3 points de grammaire, il y en a 2 qu'on n'a pas fait ensemble, et vous me dites rien. Et ils me font, Et j'ai fait, mais je vous fais si peur que ça, et premier degré, il y a 5 élèves qui ont répondu, oui. Mais c'est horrible. Regardez, j'ai fait, mais non, mais petit bébou, genre, je veux pas vous faire peur. T'as dit petit arrêtez. bébou devant ta classe ? Mais oui, bon, oui, parfois je les appelle les petits bébous. Ah, mais donc t'as quand même un petit côté... Tu montres une face tendre de toi, finalement. Ouais, un petit peu. Ben, il faut, je pense... Une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Moi, je veux qu'ils m'aiment et qu'ils aient peur. Mais, ouais, t'es calé ici, en fait. Moi, j'adore. Ah mais... ouais, non, j'ai pas... Non. T'as pas la ref ? Bah si, je vois de quoi tu parles, mais moi j'aime pas Game of Thrones. Ok, bon, on va changer de sujet. Entre les gens qui n'ont jamais regardé Jurassic Park et les gens qui n'aiment pas Game of Thrones, moi au bout d'un moment je vais arrêter en fait. Ah bah voilà, non, Jurassic Park c'est super ça. Ok. Tu peux me parler de Jurassic Park. Non, ben c'était pas le sujet, mais on pourrait en reparler. Mais du coup, non, ça marche pas avec le T-Rex. Le T-Rex c'est pour... Non. Dommage. Il peut même pas applaudir d'ailleurs un T-Rex. Mais c'est un autre sujet. Non, mais tu vois, justement, sur cette année... Moi aussi j'ai une anecdote de... Des fois, je suis pas commode. Mais non. Si. Je te promets. Et une fois, il y avait quelqu'un qui... Enfin, il fallait un peu la remettre en place, lui expliquer calmement les choses, qu'il y avait certaines attitudes qu'il fallait pas avoir dans l'asso. Et me voyant venir, Emeline, une très bonne amie à moi, et qui était vice-présidente avec moi de cette association, elle m'a dit... Enfin, en gros, on a convenu qu'il fallait qu'on aille ensemble lui remonter les bretelles, parce que c'était un peu le good cop, bad cop. Je savais que j'avais besoin d'elle pour qu'elle fasse preuve de... Je dirais pas de tendresse, mais d'un peu plus de diplomatie. J'aurais pas été désagréable, mais j'aurais peut-être été un peu pète sec, tu vois. Donc il fallait un peu ce duo-là pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, quand j'ai fait 1 an où j'étais présidente, elle était vice-présidente, et ça a trop bien fonctionné, parce que on avait un peu ces 2 côtés de la médaille, où à nous 2, on savait très bien comment s'adresser aux gens. Et... Enfin, je dis ça, je nous envoie des fleurs, alors que ça se trouve, du point de vue extérieur... Ça se trouve, vous étiez à chier. Hein. Ça se trouve, on était à chier. Mais en tout cas, cette fois-là, je sais que le message est bien passé parce qu'elle a été là aussi et qu'avec nos 2 manières de communiquer, on a toutes les 2 su lui dire ce qu'il fallait qu'elle comprenne, quoi, cette personne. Et c'était trop bien. Et c'était après 1 an d'expérience en tant que présidente dans cette association, et du coup, de savoir quelle plus-value tu pouvais apporter et quels étaient aussi tes défauts. Et donc là, les miens, en l'occurrence, j'aurais pu... être désagréable, en toute honnêteté. Donc, c'était bien que je m'entoure d'Emeline et qu'on puisse réussir à nous 2 à faire passer un message. Et je pense vraiment pas que j'ai été tyrannique, heureusement, parce qu'enfin, c'était quand même un système démocratique.
Donc, qui dit démocratie dit absence de tyran, hein, c'est bien connu. Donc, Parlons-en, si tu veux. Non, on en parle pas. Et donc, ouais, c'est un peu ce difficile équilibre entre, quand même, quand t'as des responsabilités, il faut bien trancher, il faut bien parfois assumer, en fait, ce que t'as fait. Et d'ailleurs, assumer tes erreurs aussi, c'est le mieux. Mais il y a ce côté-là, je pense que assumer des responsabilités et avoir un rôle comme ça, c'est pas non plus donné à n'importe qui. Parce qu'il faut autant avoir les épaules que, ouais, assumer des fois, peut-être potentiellement passer pour la méchante, mais tout en expliquant le mieux possible ses actions et ses choix. Mais je trouve que c'est un difficile équilibre à avoir quand même. Et c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, c'est justement ce que j'allais dire aussi, c'est que je trouve que ça s'apprend au fur et à mesure quand tu observes un petit peu aussi ce qui se passe. Je pense que quand on prend des responsabilités dans une association, la meilleure qualité qu'on puisse avoir, c'est être capable de regarder un peu autour ce qui se passe et d'être observateur en fait. Je trouve que c'est ça qui fonctionne le mieux pour apprendre justement à prendre les bonnes décisions après. Et il y a autre chose aussi auquel je pensais, c'est que je trouve que quand on prend des responsabilités dans le milieu associatif, contrairement au milieu professionnel où souvent on est volontaire pour prendre des responsabilités, je trouve que dans le milieu associatif, les responsabilités, elles viennent à toi en fait. C'est pas toi qui demandes. Par exemple, là, tu disais qu'on t'avait proposé d'être présidente. Bah moi c'est pareil, on m'a proposé de l'être, mais à aucun moment avant ça je m'étais dit ah bah oui, je veux du pouvoir. Non, pas du tout quoi. Enfin, puis le pouvoir dans une association, il est un peu dérisoire quand même. Le pouvoir de gérer des cons. Les choses sont dites. Allez, voilà, moi je dis tout haut, ce qu'on dit tout bas, voilà. Mais justement, mais d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai croisé dans cette vie associative notamment des gens qui avaient envie d'avoir un rôle de président ou présidente, par exemple. Et en fait, c'est souvent ceux qui n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, pour moi, je pense... Après, c'est une théorie que je sors de... Ton cul. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Que je viens de trouver à l'instant, mais... Et je crois qu'elle s'est vérifiée, en fait, à chaque fois. Mais les gens qui avaient l'ambition d'être président ou présidente de l'association, ou d'une section, parce que j'ai dit présidente d'asso, mais j'étais présidente d'une section locale d'une association, n'y parviennent pas. Parce qu'en fait... ils vont pas être assez soutenus parce qu'on parlait d'élections qui n'en sont pas vraiment parce que souvent à chaque fois il y a un candidat. Ah bah oui, on fait des scores de président africain. C'est 110% là. Mais souvent en fait ils sont même pas soutenus donc ils arrivent pas forcément à monter une équipe en fait qui va les suivre. Et l'ambition de vouloir absolument une présidence d'asso ne te mène pas à une présidence d'asso. Ouais, je trouve que c'est un gros red flag ça. Quand les gens ils commencent à montrer un peu qu'ils veulent du pouvoir ou quoi que ce soit, je trouve que c'est vraiment ultra red flag et t'as pas du tout envie du coup qu'ils gèrent des équipes. Mais non. Parce que souvent c'est des gens qui... Après, je vais faire une généralité, désolé, mais je pense que c'est des gens qui, si tu leur donnes le pouvoir qu'ils cherchent, en fait ils vont en profiter un max et ils peuvent devenir tyranniques quoi. Oui, mais surtout, remettons bien l'église au milieu du village. Tu n'as pas de pouvoir quand t'es président d'une association. Enfin, t'as un pouvoir de décision potentiellement, mais t'as beaucoup plus d'emmerdes que de pouvoir, c'est vrai. Et enfin, si tu veux vraiment avoir du pouvoir, tu prends pas ce genre de rôle. Si tu veux avoir des responsabilités, tu prends ce genre de rôle. Et ça me permet de rebondir sur une autre question. Ah oui, tu fais tes transitions toute seule en fait quoi. Oui, laisse-moi, c'est moi qui gère ce podcast. Ah oui, pardon. Jusqu'à preuve du contraire. Non, excuse-moi. Merci de t'excuser. Non, j'avais envie qu'on parle de ça aussi parce que encore une fois, on n'était pas du tout dans les mêmes associations, mais on se retrouve là-dessus sur l'envie d'endosser des responsabilités dans une association, de jongler avec son job, de jongler avec sa vie privée et perso, parce que malgré ces responsabilités-là, on s'est pas arrêté de sortir, on s'est pas arrêté de faire la fête, on s'est pas arrêté de continuer à voir nos potes, heureusement, tu vois. D'ailleurs, hyper important, en fait, quand t'as une vie associative, c'est d'avoir un bon équilibre avec le reste, parce que si tu ne vis que pour cette association, et que si par exemple tes amis sont que dans cette association, je pense que ça nuit au bon équilibre et au fait que tu vas te sentir bien dans cet asso, parce que pour moi, si t'es trop dévoué dans une association, tu vas oublier de prendre du plaisir dans ton activité de bénévolat, et donc, par la force des choses, tu vas en être dégoûté. Et donc, ma question, c'est, toi, est-ce que, en fait, c'est ce que tu kiffes, d'être sur tous les fronts, de devoir gérer toutes tes petites planètes, comme je disais l'allégorie au début, et c'est un kiff, en fait, l'organisation et le fait de jongler avec tout ça.
Ouais. Très bien, pense merci que- de développer. Terminé, voilà. Au Ouais. revoir. Ouais, en vrai, je pense que c'est un kiff. Hein. En fait, c'est tellement satisfaisant de monter des projets et d'en voir vraiment... Et qu'ils aboutissent. et qu'ils aboutissent, ouais, qu'ils vont quelque part. Je trouve ça vraiment hyper satisfaisant. Et en plus de ça, c'est pas forcément des compétences que tu développes dans le milieu professionnel. Donc, ouais, enfin, je sais pas où je vais avec ma phrase là, mais Bah attends, je vais la prendre au vol. vas-y, prends-la. Ouais, je sais que c'était un kiff de... Je dis c'était parce que j'ai plus de vie associative et d'ailleurs un ami proche m'a dit récemment mais je comprends pas que t'aies pas remis les pieds dans une asso. Et ça te manque? En partie oui, mais déjà le projet podcast c'est un truc à part, c'est une nouvelle planète que je me suis créée et c'est un truc qui est à côté de mon job, à côté de ma vie perso et qui est très stimulant. En fait je crois que dans tous les cas j'ai besoin d'avoir quelque chose de stimulant qui va être autre chose que métro boulot dodo. Mais ça te manque pas le fait de... Parce que le podcast, ma foi, c'est sympa, mais tu fais pas un travail pour les autres, en fait. Non. Et je me demandais justement si ça te manquait pas un peu cet esprit-là. Parce que je sais que moi, c'est hyper important le fait que j'ai l'impression de faire ça, pas uniquement pour moi, mais aussi d'apporter quelque chose à d'autres personnes. Alors, déjà, le podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une dimension très participative. Parce que déjà, c'était moi qui étais à l'origine de l'idée, mais en fait, j'ai été énormément aidée, ne serait-ce que pour le lancer, déjà, par plusieurs amis et plusieurs compétences d'amis. Et même, dans tous les cas, chaque épisode, je le fais jamais vraiment seule. Enfin, c'est moi qui l'écris, mais c'est... Ouais, c'est très participatif à chaque fois. Donc cette dimension-là que j'avais déjà dans la vie associative, je la retrouve avec ce projet podcast. Mais c'est vrai que l'idée, par exemple, de monter un projet de A à Z, moi ce que j'aimais trop, c'était la recherche de financement, la recherche de partenaires, ce genre de choses que je pourrais trouver dans n'importe quel asso. Parce que j'ai aussi arrêté l'association parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait mon temps dans cet asso. Donc je suis contente d'ailleurs d'avoir arrêté à temps et de pas m'être enterrée dans cette association. Mais je pense que je vais avoir envie très prochainement de retrouver une dynamique qu'on trouve seulement dans une vie associative. Et, mais après, il faudrait trouver une asso... Enfin, il y a aussi, tu vois, c'est bien beau de dire vouloir un engagement associatif, mais il faut aussi trouver quelque chose, une activité associative qui te sied, enfin qui te plaît en termes de valeurs, en termes de dynamique, que ce soit une activité qui rentre dans ton planning à toi, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a le fait de trouver les moments pour participer à l'effort collectif. Ouais, voilà, et pour que ce soit pas une contrainte. Parce qu'à partir du moment où le bénévolat est une contrainte, t'as tout perdu, quoi. Je trouve que quand même, quand tu prends des responsabilités, il y a une petite partie de contrainte. Bien sûr. Qui arrive avec, tu vois. Mais c'est un peu une contrainte, que t'as acceptée. Oui, voilà, ouais. Dans tous les cas. Est-ce que t'as encore des choses à dire? Il y aurait 1000 choses à dire. Mais Floriane, il faut savoir que Floriane aime les jeux. Et que Floriane, quand on a convenu qu'elle allait enregistrer un épisode avec moi, elle m'a dit « Oui, mais je veux un jeu ». J'adore les jeux. C'est comme ça que t'as dit. Distrais-moi. D'ailleurs, à propos de jeux, tu as une patience que j'admire beaucoup dans ta capacité à expliquer des règles et à ce qu'elles soient très compréhensibles et à jouer avec des gens qui ne connaissent pas le jeu. Parce que là, je parle surtout de jeux de société. Et t'as une capacité à expliquer les règles très clairement et à avoir une grande patience avec les gens qui jouent. Ah, c'est mon métier. Hein. T'as tout résumé, voilà. C'est littéralement mon travail d'expliquer à des gens qui ont du mal à comprendre. Quoi. Je vais fermer ma gueule. Merci Chloé. C'est vrai que c'est littéralement ton travail. Non, mais c'est super. Au moins, on a bien retenu que je faisais à peu près correctement mon travail, quoi. Hello, my name is Florian. Hello, yes. I love my job. Parce que Florian est prof d'anglais, en fait. Je sais même pas si on l'a dit, mais... yes. It's very obvious. Oui. Bon, est-ce qu'on peut jouer, là? Oui, c'est bon. S'il te plaît, en fait, concentre-toi. Mais tu m'expliques pas? Je vais t'expliquer le jeu. Je l'ai inventé. J'espère que ça va te plaire. Le but, c'est d'apprendre tout en rigolant. Donc, il y a un petit côté ludique, mais également, on va se culturer. Moi, j'avais compris avec le fait d'apprendre en rigolant. J'avais les deux idées principales. Ouais, je ne suis pas prof, mais il me semble que c'est très pédagogique de dire 2 fois la même chose, mais différemment.
Merci. Bon, tu dois placer chronologiquement une liste de notions que je vais te donner. Ce sont des mots que je trouve drôles. Et il faut que Je vais te donner la liste de mots et tu vas réfléchir à lequel est apparu le premier dans notre langage commun et tu vas me faire une petite frise chronologique, en fait, tout bonnement. Mais c'est en français? C'est des mots en français. Donc il y a le mot gougnafier, greluche, gougoute, nibar, futal, calbut, beauf, bistrot et glaoui. À toi. À vous. Sache que j'ai fait des petites recherches. Ah la vache. Et que à chaque fois, chaque mot, il y aura une petite explication de comment il est apparu dans la langue française, etc. Bah j'espère bien quand même qu'on aura des explications. Oui, on va apprendre en s'amusant. Alors, par contre j'ai déjà oublié la liste, donc... Ok. Gougnafier. Gougnafier, attends, c'est vieux ça, je pense, gougnafier. Je pense pas que ce soit un terme médiéval, parce que je vois pas de racine latine. Déjà, je vais te redire la liste de mots Ouais, et tu vas me dire lequel selon toi est le plus vieux. Ok, oui, on va faire comme ça. Gougnafier, greluche, gougoute, nibar, futal, calbut, beauf, bistrot et glaoui. J'hésite. Attends, est-ce que je peux te dire les deux où j'hésite et tu vas me dire si j'y suis à peu près ou bien si je suis pas du tout et du coup ce sera l'enfer. J'hésite entre gougnafier et glaoui. J'y suis pas du tout. Si, gougnafier c'est un des plus vieux. Un des plus vieux, ouais. Parce que glaoui ça vient de l'arabe. Du coup je me dis vu que ça vient de l'arabe, c'est possible que ce soit méga vieux, tu vois. Enfin, en soi, ce le serait terme pas... glaoui, dans son sens familier dit testicule, semble être apparu dans le langage commun au Maroc et dans d'autres régions francophones d'Afrique du Nord vers le milieu du XXe siècle. Ah ouais, si tard que ça? Ah, je pensais que le terme était apparu plus tôt, du coup, vu que... Sa diffusion et son usage humoristique ont probablement été renforcés sous le protectorat français, période durant laquelle la famille des Glaoui, et particulièrement le pacha Tami El Glaoui, était largement connue, parfois caricaturée. Apprendre tout en s'amusant. Donc, Glaoui, dans la liste... Non, mais en fait, le côté amusant, c'est juste que le mot glaoui te fait rire. Bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Pas toi? Ah non, mais si. C'est hilarant. Ah, pisser de rire. Oh. Bon, du coup, dans la liste, c'est le 4e mot. Ok. Donc, il faut que tu me trouves 3 mots avant et tu en as cité Oui, bah, un gougnafier, vas-y, gougnafier, il part en vieux. Gougnafier, c'est le 3e mot. Donc, juste avant glaoui. C'est tout, mais putain. Oh, je vais être à chier. Cela signifie individu sans valeur qui ne sait rien faire de bien. Dérivé de gougnaf, avec le suffixe yé, d'origine obscure à rapprocher de gougnafias ou gouillaf, qui signifie goinfre, considéré comme dérivé de gougne. Moi, juste gougne, déjà. Déjà, c'est drôle. Ou gougnasse, là, ou gougnaf. des mots drôles. Et donc, c'est à peu près 1899. Ah bah, c'est super. Donc, avant ça, vache. il y a 2 mots. Est-ce que tu veux que je te dise les autres mots? Dans la liste, il y avait quoi? Il y avait futal, calbut, greluche, gougoute, nibar. Gougoute. Mais gougoute, c'est beauf quoi, et bistrot. gougoute? Tu connais pas? Gougoute, sein de femme. C'est pas vrai. Si? On dit gougoute? Tu connais pas? Mais personne dit ça. Alors, j'ai une chanson de Brassens qui date de 1953. Qui utilise Je gougoute? cite, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là. C'est de la belle poésie, non? Ah ouais. Années 50. Bah, ça vaut pas l'espace et puis les petites planètes, hein, mais... Ouais, Brassens, pas à chier, hein. Non, pas à chier. Pas si mal. Alors, attends... Bon, il faut que tu me trouves 2 mots oui, à mettre avant gougnafier. Avant gougnafier, il y avait... Bon, je sais pas, en France, on aime bien quoi? On aime bien parler politique, on aime bien boire des coups, des petits coups de rouge. Et donc, on fait ça où? Bah, au bistrot. Eh bien oui, le mot bistrot Exactement. remonte au début du 19e siècle. On pense qu'il vient du russe bistrot. Je vais pas te faire l'offense de parler russe parce que je parle pas russe. Bistrot. Voilà. Qui signifie vite ou rapidement. La légende raconte que des soldats russes, lors de l'occupation de Paris en 1814, demandaient aux serveurs de les servir bistrot en raison de leur impatience. Les Parisiens auraient alors adopté ce terme pour désigner des établissements où l'on pouvait être servi rapidement. Cependant, cette étymologie est discutée, et il est aussi possible que le terme vienne du patois français,
bistrouille ou bistrot, qui signifie petit marchand de vin, bistrot AUD. Et c'était utilisé dans le sens débit de boisson. Le mot bistrot est officiellement apparu dans la langue française à la fin du 19e siècle. Bon, ils auraient pu garder bistrouille, je pense. Pourquoi ? Allez, Gérard, au bistrouille. Et pourquoi bistrouille, c'est plus drôle que bistrot ? Est-ce que parce que ça rime avec un mot qui finit par ouille ? Oh, tout ce qui finit en ouille, c'est assez amusant, non ? C'est vrai, ouais. Mais tout ce qui finit en art aussi. Ouille, j'ai hâte d'aller au bistrouille. Nouvelle expression dans votre langage. Bon, trouve-moi le premier mot dans l'ordre chronologique. Je te redis tous les mots qui manquent ? Bah ouais, encore. Mais il y en a plein. Hein. Il manque greluche, nibar, futal, calbut, beauf. Oh, greluche. Greluche, bien joué. Oui, quand même. Du mot masculin greluchon, beaucoup plus ancien et qui apparaît au XVIIIe siècle pour désigner l'amant d'une femme mariée. Plus tard, au XIXe, c'est l'amant de cœur d'une femme entretenue. Il vit lui-même souvent au crochet de la dame. Moi, ce que je trouve incroyable, et ce qui montre bien qu'on vit dans une société de merde, c'est que à la base, le mot, il est masculin, on est d'accord. C'est pour désigner un homme, greluchon. Oui, Quand on parle d'une greluche, mariée. quand on parle d'une greluche maintenant, C'est très péjoratif. c'est très péjoratif, mais c'est pas pour les cums. Non, ça désigne pour, une gonzesse. Ça désigne les gonzesses. D'ailleurs, gonzesse, il faudrait que je vois où est-ce Ah ouais. que ça se situe chronologiquement. Gonzesse ? Gonzesse. Gonzesse ? Ah, je pense que c'est un peu vieux, gonzesse. Mais c'est sûrement moins vieux que greluche. Ouais, je pense, ouais. Mais Bon. comme quoi, tu vois, ouais, greluche, je savais pas que ça venait d'un mot masculin. Moi non plus. Et donc je pense que je vais commencer à traiter les hommes de greluchons maintenant, Oui, histoire de remettre un peu les choses à plat. t'as raison. Voilà. Ce sera pas mal. Rétablissons l'égalité. Mhm. Bon, il te Eh mon manque... petit greluchon, on va au bistrouille. Je pensais pas apprendre en s'amusant autant. Il te manque le mot futal, le mot nibar, le mot beauf et le mot calbut. La question que tout le monde se pose, c'est Qu'est-ce que le je vais faire de calbut. tout cette oseille ? Voilà. Mhm. Le calbut apparaît-il avant le futal ? Moi, je me pose la question. Qui vient en premier ? L'œuf ou la poule ? L'œuf ou la poule, le calbut ou le futal ? Et je répondrai le calbut. Eh bien, c'était le futal. Ah putain. Après, je pense que les calbutes existaient, mais en tout cas, le mot calbut est, semble-t-il, apparu après. Tout ceci n'est pas le travail d'une historienne, donc ne prenez rien de ce qui est prononcé Alors, pour acquis. techniquement, les calbuts, les calcions, c'est pas si vieux que ça, mais bon. Ouais, mais ils Parce mettaient rien sous leur futal ? Bah déjà, au Moyen-Âge, par exemple, t'avais pas de futal à proprement parler. C'était des chausses, en fait, des trucs... T'avais un genre de caleçon en lin qui était vraiment, tu sais, les caleçons longs, un peu à l'ancienne, là. Et en fait, ils venaient accrocher leurs chausses, donc qui étaient des genres de collants, qui venaient s'accrocher au niveau du haut du calbut, quoi. Voilà. Et c'est le premier type de calbut, je dirais. Voilà. Et après, tu avais une tunique par-dessus, puis d'autres trucs suivant ce que tu allais faire, puis suivant ton niveau d'aisance dans la société. Merci Floriane. Je vais répéter ce que Ah oui, j'ai pardon. dit avant en disant que tout ce qui est prononcé par moi-même n'est pas forcément vrai, mais tout ce que Floriane dit est absolument vrai. Alors, La parole non. d'une prof est sainte. Alors non, je vais dire un secret de prof, c'est que parfois on dit des bêtises. C'est pas vrai. Si, J'y croyais pas avant ça. Heureusement que tu me l'as dit. si. Tu mets la lumière Mais par sur, contre, on se reprend toujours après, quoi. Parfois, je sais pas, on panique. Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive. Ça se trouve, il y a que moi hein, qui suis à chier. Mais parfois, je panique et puis je vais dire une grosse connerie. Et puis, genre, une demi-heure après, je vais faire... Attendez, j'ai dit une énormité, là. Et du coup, je me reprends. Bah ça va si tu t'en rends compte au bout d'une demi-heure. Oui, voilà. Ou bien le lendemain, tu vois. Mais bon, le plus important, c'est qu'on se reprend après, quand même. Mais... Parce que si derrière, ils vont répéter ça... En fait, on le fait aussi par peur qu'ils le répètent. Genre à leurs parents, et que leurs parents nous prennent après pour des grosses merdes. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma hantise. Donc, pardon, j'ai Ah non, divagué. mais j'adore, très J'ai intéressant. divagué. Mais Donc, on était sur le sur le futal, le futal, donc il y a avant le calbut. un terme d'argot apparu au début du XXe siècle en France pour désigner un pantalon. Il vient du mot futaille, qui signifie un tonneau, car les jambes d'un pantalon peuvent rappeler la forme d'un tonneau. Ce terme s'est popularisé dans le langage familier, surtout à partir des années 1960-1970, et reste aujourd'hui un mot courant dans l'argot français pour parler de pantalon de manière décontractée.
Il te manque 3 mots. À situer chronologiquement, est-ce que tu peux réussir cette... On a calbut, on a... Nibar et beauf. Nibar et beauf. Bon, je sais pas, En dernier, enfin en plus récent, je dirais que c'est beauf, mais je suis pas sûre, tu vois. Donc beauf en dernier, Long shot. et ensuite Ensuite, je dirais les nichons avant... Non, c'est nibar, pas nichon. Ouais. Enfin, bon, Soyons précis, s'il vous plaît. les seins avant les slips. Donc, les nibars avant le Donc tu calbut. dirais dans l'ordre Nibar, calbut et beauf. Ouais. Bah, Je suis c'est pas complètement du tout à côté. ça. Super. Super. C'est donc dans l'ordre Ton jeu est à chronologique. chier. Ton jeu est à chier. Moi qui pensais te faire plaisir. Non. C'est dans l'ordre chronologique beauf, nibar et calbut. Et un peu d'histoire parce que j'ai quand même pas bossé pour rien. Le beauf est né dans les années 70 sous le trait de Cabu. Il désigne un individu vulgaire et étroit d'esprit. Archétype bien franchouillard, il fleure souvent le mépris de classe. En 1972, Cabu, jeune dessinateur, esquisse un nouveau personnage pour les journaux satiriques. Ensuite, l'avant-dernier mot, c'est nibar, origine communément admise de nichon avec le suffixe populaire ar. Il est possible que le mot vienne directement de l'arabe, qui signifierait instrument créant des bosses, des renflements. Le mot fait une apparition brève de 1875 à 1914 et il devient plus répandu à partir de 1980. Et enfin, le mot calbut, c'est un terme d'argot pour désigner un caleçon ou un sous-vêtement masculin. Il est issu d'une abréviation familière du mot caleçon, combiné avec le suffixe argotique but. Ce mot est apparu dans le langage populaire français dans les années 80-90, mais sa création subit une tendance ancienne de l'argot à raccourcir les mots en les déformant. Aujourd'hui, calbut est utilisé de manière informelle et familière pour parler de sous-vêtements masculins. Il y a également le mot calfouette, que je trouve hyper drôle, qui signifie la même chose. Ou slibar. Ah ouais, le slibar. Slibar, c'est drôle. Slibar, calfouette, ouais, c'est pas mal. Hein. Calfouette, c'est bien, j'avais oublié ce mot-là. C'est pas mal. Non, moi je me remets pas du renflement déjà. T'as parlé de renflement là pour les Donc le mot renflement est un mot qui te fait rire. Bah en fait, c'est juste que je peux plus entendre le mot renflement. Déjà, je l'entends très rarement, mais sans penser, tu sais, au livre de Bruno Le Maire. Bref. C'est indécent. Le renflement brun, là, je sais pas quoi. Mais arrête, quelle horreur. Ah ouais, non, la honte, quoi. Mais tu sais qu'on a partiellement répondu à la question initiale, et puisqu'on termine avec le mot nibar, j'ai envie de rebondir là-dessus. Rebondir sur les nibars ? Effectivement. Super. Et rebondir sur mon propos. Est-ce que tu crois pas qu'une grosse part du leadership qui nous caractérise en tant que femme de pouvoir, c'est d'avoir une grosse poitrine? Je pense difficilement, mais je pense quand même qu'il peut y avoir, c'est pas systématique, mais il peut y avoir un lien quand même, dans le sens où souvent quand on a une grosse poitrine, on n'a pas juste une grosse poitrine, on est quand même physiquement... bien pourvu. Voilà, bien pourvu, on prend un petit peu de place, on a un tarma, tu vois, genre... Enfin, on est là, quoi. Et je pense que soit notre personnalité, elle se développe aussi dans le sens où physiquement, on prend de la place, donc notre personnalité va prendre de la place aussi un petit peu. Donc on va se faire remarquer et ça mène un petit peu au leadership, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que souvent, dans le milieu associatif, les présidents, on leur propose... Non, pardon. Arrête. Tout ne tourne pas autour des seins, Chloé. Mais c'était pourtant le sujet principal. Oui, non, mais je sais, mais j'y reviens. Et donc, on prend... souvent, la présidence, elle est proposée aux gens et ils vont pas la chercher forcément. Mm-hmm. Et je pense qu'on va la proposer à des gens quand même qui ont qui prennent une certaine place quand même, qui se font remarquer un minimum. Mm-hmm. Donc... il faut savoir que moi, on m'a proposé la présidence parce qu'il n'y avait personne d'autre. Qui avait des gros seins. Ah, mais moi aussi. Voilà, moi aussi, hein. Ah, mais attends, en parlant de gros seins, une fois... Régale-moi. Ah ouais. Non, mais vraie anecdote, du coup, j'ai déjà joué dans un docu-fiction. Oh, oui, c'est vrai. Oui, voilà. Et je sais pas si tu te souviens pourquoi j'ai été sélectionnée.
Bah non, mais tu vas me Donc dire. je devais jouer un personnage historique, une femme, et les mecs qui faisaient le tournage, ils étaient en galère, il leur manquait une actrice et tout. Et j'avais un pote qui participait à ce tournage-là. Et un jour, il m'appelle, il me fait « Ouais, Floriane, t'es dispo ou pas pour venir pour un tournage ?» Je lui fais ouais, peut-être, pourquoi pas, ça peut être rigolo, quoi. Il me fait « Ah ouais, super, parce qu'on a besoin d'une jolie blonde à gros seins. » Donc super, et bah du coup j'y suis allée. T'as été castée pour tes gros nibards. Pour mes gros nibards, ouais. C'est excellent. C'est génial. T'as mis ça sur ton CV, j'espère. Bah moi j'ai pas besoin de CV. Oh, putain. Moi j'ai pas besoin de CV. J'ai pas fait de CV depuis super longtemps. Mais donc quand même voilà, j'ai été castée pour mes gros seins. Donc ça m'a servi. Ouais. Ça m'a servi dans la vie, quoi. Ah mais ça peut servir dans la vie, même pour poser des trucs en vrai. Pour poser des trucs, pour poser sa bière. Pour poser sa bière. Pour poser sa notamment. Bière, évidemment. Tu sais que vraiment, moi, c'est mon rêve de participer à un événement de type Oktoberfest, d'avoir une robe qui me remonte les seins et de pouvoir y déposer au moins une chope de bière. C'est vraiment, ça fait partie de... Tes objectifs de vie ? Ouais. Ça et... C'est pas mal, ça. C'est à côté de plein d'autres objectifs de vie, mais vraiment ça me rendrait c'est ce qui t'anime, quoi. C'est vraiment ce qui m'anime. Allez, j'ai envie juste qu'on termine avec un dernier petit jeu, parce que c'est toi, donc je t'ai fait 2 jeux. Wow. C'est un jeu sur le concept de, tu sais, Burger Quiz, l'émission de Monsieur Chabat. Et je vais te donner des affirmations, et tu dois me répondre. Et tu as 3 choix de réponse. Mélenchon, Dénichon, oui, tu l'as fait. Ou les deux. Tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Ah, je vais pleurer, j'adore. Ah, j'adore. Donc, Mélenchon, Dénichon ou les deux peut pendouiller à partir de la soixantaine. Les deux. Oui. Mélenchon, Dénichon ou les deux penche à gauche. Ah bah les deux. Ah non, pas les deux. Ah bah moi les deux. Bah, ça dépend des gens. Les deux est accepté. Je suis ravie de partager ça. Mélenchon, Dénichon ou les deux, plus c'est gros, plus ça plaît au peuple. Mais en fait, tout est les deux. Non. Bon, Mélenchon, plus il prend de la place et plus on l'aime bien quand même. Ça dépend qui. Je ne commente pas. Donc, non, que les nichons. Oui, que les nichons. C'était ça la bonne réponse. Et le dernier, j'ai vraiment pas trouvé d'autre truc. Mélenchon, Dénichon ou les deux est un défenseur habile d'une cause. Mélenchon. Tu as hésité. Peut-on défendre une cause avec une paire de nichons? Bah c'était ça, ouais, j'étais... remarque, regarde les féministes qui protestent les seins à l'air. Ça peut marcher, hein. Oui, mais là, c'est pas une histoire de grosse ou de petite poitrine, c'est juste la nudité comme acte les politique. Les nichons. Ouais. C'est vrai qu'en soi, ouais, les... Ok. Ah, c'est vrai que ça... Mais... Bah, je trouve quand même que c'est assez porteur, hein, quand tu montres... Enfin, les femmes qui montrent leur poitrine comme ça, les féministes, je trouve ça assez fort quand même comme... Ouais, tu parles des fémènes. Ouais. Bah, je trouve ça assez fort quand même comme image pour défendre une cause. C'est la nudité comme acte politique, ouais. Pas de soutien-gorge pour soutenir autre chose, quoi. C'est très beau. C'est beau. Je crois qu'on Moi aussi, je fais de la poésie. Ouais. Le mot de la fin. Bravo. Bah, merci beaucoup, Floriane. Merci, d'avoir Chloé. participé à cet épisode. Et j'espère que les jeux t'ont plu et qu'on a quand même réussi à dire des trucs pertinents malgré toutes ces allusions à tout ce monde au balcon. J'ai adoré. Au revoir. Au revoir.